élections européennes sur Télé Sud, chaîne internationale, mais qui a les yeux tournés vers la France, chaîne émettant depuis Paris, et qui a l'occasion ce soir d'expliquer à un public nombreux, large et de tous horizons ce qu'il s'est passé en Europe hier, ce qui s'est passé en France, avec des invités, je dirais, triés sur le volet, que je vous présente tout à l'heure. Merci. Rebonsoir, je vous l'annonçais il y a un instant, nous sommes sur Télé Sud et nous allons parler de l'Europe. C'est normal, l'Europe a connu des élections hier, des élections importantes pour élire les députés de son Parlement européen, le Parlement des 28 pays qui composent l'Union européenne. Il s'est passé beaucoup de mouvements, notamment en France. Télé Sud émet depuis la France, mais Télé Sud est regardé à peu près partout dans le monde, intéresse également l'Afrique à travers son projet encore lointain, certes, d'arriver un jour à l'Union africaine. Les Africains essaieront de comprendre ce qu'il s'est passé en France, où vit une forte diaspora française, mais également quels sont les enseignements à tirer de cette évolution vers une union continentale politique, économique. On va essayer de comprendre avec des invités qui sont plutôt des personnes averties sur le sujet européen. Je vais commencer par la dame. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, on va faire court parce que sinon on pourrait tirer en longueur si on voudrait vous présenter complètement. Oui, très bien. Éditorialiste suffit. Ça suffit, très bien. Ainsi que Monsieur Jean-Louis Bourlange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député européen. Oui. Oui, et accessoirement, vous enseignez à Sciences Po. Pas accessoirement. Souvent. Vous enseignez à Sciences Po. Monsieur Bernard Volcker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et on ne dira pas accessoirement que vous présidez à la Maison Télé Sud. Voilà, merci. Ben, je vous en prie. Donc on va partir dans le débat très directement parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis hier. D'abord, on ne peut pas éviter de parler de ce qu'il s'est passé comme résonance, comme retentissement en France avec l'arrivée en tête de ce scrutin du parti d'extrême droite français, le Front National de Marine Le Pen. On va rentrer dans le vif du sujet. Je me répète, quels sont, du point de vue français, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement du fait que le Front National soit arrivé en tête de ce scrutin? Je vais recommencer par vous, Madame Cotta. Alors on peut tirer beaucoup de choses. D'abord, on peut tirer qu'effectivement, avec l'Angleterre, nous sommes le seul pays dans lequel l'extrême droite arrive en tête. Sur le reste, partout ailleurs, il progresse, mais enfin, la progression est plus évidente en France, puisque il a multiplié ses voix par 4, le Front National. Alors, entre la dernière élection et celle-ci. Et c'est pas une élection traditionnellement favorable au Front National, puisqu'on s'est aperçu que généralement, c'est à la présidentielle que le Front National faisait le plus haut score, et pas du tout aux européennes qui suivaient. Bon, je crois qu'on voit le double mouvement. Un parti Front National qui se dédiabolise de jour en jour. On le voit depuis 2 ans. Certains en sont convaincus, d'autres moins. Certains sont persuadés que c'est un peu... qu'il y a à la fois les gros bras de Jean-Marie Le Pen et puis les nouveaux venus, Énarque et tout, qui ont rallié Marine Le Pen. Toujours est-il que cette dédiabolisation dont on doutait, il se trouve qu'un Français sur 4 n'en doute pas. On ne peut pas penser qu'un Français sur 4 est d'extrême droite et fasciste, etc. Un Français sur 4 trouve qu'on peut voter pour Marine Le Pen. C'est déjà une première... Et puis deuxièmement, on voit bien derrière la faiblesse des partis. La gauche, et maintenant généralement il y a un rapport de gauche entre 48-52 maximum entre la gauche et la droite. Là on en est très loin puisque l'ensemble des partis de gauche fait à peu près 30%, ce qui est quand même très peu. Et puis, les difficultés de l'UMP qu'on prévoit, ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils sont incapables d'avoir un leadership. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu résumer avec des conséquences pour tout le monde, et pour la gauche et pour la droite classique. Monsieur Bourlange, le Front National en tête en France, ça signifie quoi?
Oui, d'abord un mot sur... Je suis très largement d'accord avec ce que vient de dire Michel Cotta, mais je crois qu'on ne peut pas qualifier l'UKIP de parti d'extrême droite en Angleterre. C'est un parti qui d'ailleurs ne veut pas avoir de relations structurelles avec Marine Le Pen. C'est d'ailleurs une tradition intéressante de la tendance, la tradition nationaliste du conservatisme. En fait, c'est l'héritage de Disraeli, à bien des égards, face à des conservateurs qui étaient au XIXe siècle, comme Sir Robert Peel ou des gens comme ça, qui étaient beaucoup plus ouverts. Et je pense qu'il y a une tradition, Disraeli a lié la cause du Parti conservateur à un électorat très populaire et très nationaliste. Et là, ça ne suffit pas, et ils s'en prennent à l'Europe d'une façon d'ailleurs un peu fantasmatique, parce que, et c'est intéressant, parce que c'est aussi un peu des fantasmes qui nous habitent ici, ils attaquent l'Europe alors qu'ils ne sont pas dans Schengen, ils ne sont pas dans la zone euro, ils ne payent pas pour l'agriculture. Donc, véritablement, ils sont tous pour le libre-échange, à la différence d'une grande partie des Français. Donc, on se demande vraiment contre quoi ils sont. Non, ils sont contre l'Europe, qui est une espèce d'épouvantail qui se suffit à lui-même. Et je pense que c'est assez vrai un peu partout. Est-ce que ce sont les plus radicaux d'une Angleterre qui a souvent été eurosceptique elle-même, même dans des partis représentés... Je ne sais pas s'ils sont les plus radicaux, je vais revenir sur la France après, mais il y a effectivement une chose qui irait alors dans le sens d'un flirt avec la droite de la droite, c'est qu'à la différence de Margaret Thatcher, qui était extrêmement hostile, comme eux, à l'intégration européenne, à Bruxelles, etc., ils ont ajouté à ça une hostilité profonde aux immigrés, ce qui est nouveau. Au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a toujours été très accueillant, pour des raisons d'ailleurs d'ordre libéral, en disant ça fait de la main-d'œuvre pas chère, donc les conservateurs britanniques, et les travaillistes d'ailleurs, Blair, étaient assez favorables aux immigrés, et on voit bien qu'on assiste dans les trois partis, au Parti travailliste, au Parti conservateur et bien sûr à UKIP, on assiste à une montée en puissance des thèmes, je ne dirais pas xénophobes, mais presque. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas très encourageant. Sur le plan, juste un mot sur le plan national, sur le plan français, moi je considère que je ne vis pas d'une façon extrêmement dramatique ce vote. Pourquoi ? Parce que l'opposition, Madame Le Pen et son parti font à peu près 25% des voix, n'ont aucun allié. Il est assez constant qu'il y ait un quart ou un peu plus de l'électorat. Alors, maintenant, vous pouvez ajouter les 6% de Mélenchon, une trentaine de pourcents de l'électorat, qui soit très hostile à l'Union européenne. Prenons l'histoire. On a lancé la première communauté économique, celle du charbon-acier, en 50. À l'époque, le Parti communiste faisait 28% des voix aux élections de 46, 26% encore aux élections de 51, un peu plus de 25% aux élections de 56 quand on signait le traité de Rome. On a toujours eu une opposition. Alors c'était des gens costauds, hein. Je suis désolé, mais en termes de programme, d'alternative, de soutien international, le Parti communiste de l'époque, c'était quand même quelque chose de menaçant. Donc je vois bien qu'il y a un tas de gens qui sont très hostiles. Mais en même temps, quand vous regardez, vous interrogez les électeurs du Front National, vous vous apercevez par exemple qu'une majorité d'entre eux n'est pas favorable à la sortie de l'euro, alors que c'est l'article numéro 1 du programme de Madame Le Pen. Donc je sens beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction, pas seulement vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de tout. Une insatisfaction à cause de la crise, à cause d'une profonde perte de repères des Français, ça je le sens, mais je ne sens pas au sein du Front National une véritable alternative. Mais elle se cristallise depuis plusieurs scrutins maintenant, depuis le 21 avril, ça n'a cessé de monter. Est-ce que ce n'est pas justement là le problème, le fait qu'on n'ait jamais mis le doigt sur le problème de fond, c'est l'ADN du Front National peut-être, enfin on en reparlera. Monsieur Volcker, les significations pour vous de ce scrutin? Alors écoutez, moi ici je suis plutôt en tant que journaliste que comme expert, parce que j'ai fait ma carrière comme journaliste étranger
à l'étranger. Donc, tu es l'œil extérieur. Avec ces deux éminents spécialistes, je ne me hasarderai pas à donner mes conclusions. Ce n'est pas du tout ma place. Ce que je trouve personnellement, c'est que c'est un, et je voudrais avoir l'avis de nos amis, c'est que c'est un énorme échec pour le président Hollande, et en plus, c'est un échec au fond d'une impasse. Donc on se demande comment il peut en sortir. Alors, moi je crois quand même qu'il y a deux séries causales, comme on dit, différentes dans ce score du Front National. Je pense quand même qu'il y a une composante européenne très importante. Alors, vous dites que c'est une composante anti-européenne. Moi, je dirais plutôt, et ça, je sais que dès qu'on dit ça, on suscite l'opprobre des centristes ou des européistes, c'est plutôt un refus de l'Europe telle qu'elle est bâtie et telle que les différents gouvernements disent qu'elle est bâtie. Par conséquent, on n'a jamais voulu toucher à ce principe sacro-saint d'une Europe sans remonter aussi loin que vous le dites. Je vous rappelle qu'au référendum de 2005, il y a 55% des Français qui étaient contre, qui ont exprimé leur avis, et qu'on est passé derrière eux pour faire le traité de Lisbonne par les parlements et non pas par les Français. Donc déjà, je crois quand même que cette composante européenne est très importante. Et puis, naturellement, il y a une deuxième série causale qui est celle du mécontentement, du profond mécontentement, de l'état de déliquescence absolue de la gauche, où quand même maintenant, au fond, qu'est-ce qui se passe? La gauche a fait la preuve qu'elle ne pouvait pas gouverner, que les différentes gauches ne pouvaient pas gouverner ensemble. Qui constitue l'électorat du Front National? On en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais on voit bien qu'il y a un transfert du Front National, bien sûr des électeurs ouvriers en très grande masse, mais maintenant on a vu des artisans, on voit d'ailleurs des nouveaux candidats du Front National qui n'ont rien à voir avec les anciens. Moi j'ai interrogé beaucoup de candidats du Front National qui étaient deux énarques, on le sait, un avocat, un professeur qui conduisait la liste. Tout ça étant vraiment très... analogue à des candidats qu'on aurait pu voir à l'UMP ou RPR de jadis. Ils ont changé d'image. Vous avez parlé de dédiabolisation tout à l'heure. Oui. C'est quoi la dédiabolisation? On est parti de quoi pour arriver à quoi aujourd'hui? On est parti de Jean-Marie Le Pen pour arriver à Marine Le Pen. Voilà. On est parti de Jean-Marie Le Pen qui ne pouvait pas, qui n'avait aucune envie de prendre le pouvoir. Mais dans les thèmes et la stratégie, comment ça s'est opéré? La faiblesse du parti majeur, la faiblesse de l'UMP a attiré, effectivement, je crois qu'on est assez d'accord. Il y a une espèce de vase communicant qui aurait pu marcher dans l'autre sens. Les thèmes ont été la question... On est passé d'un parti qui était anti-arabe à un parti qui est devenu anti-musulman. Non, mais les thèmes, c'est l'immigration. Les thèmes, on le voit, c'est la crise, c'est l'immigration, et puis l'appropriation par Marine Le Pen, quand même, de tas de thèmes qui n'ont rien à voir avec le Front National. Quand on dit le SMIC doit être élevé, donc on voit bien comment elle a à la fois gardé, c'est très habile d'ailleurs, gardé les thèmes importants de son père, immigration, anti-européisme, patriotisme. Et comment elle a adjoint à ça ce que Mélenchon, un terrain sur lequel Mélenchon lui-même a été dépassé. Elle demande plus, une redistribution plus importante, la baisse des impôts et la sortie de l'euro en disant tout ça, la sortie de l'euro, on sort de l'euro et ça passe comme une lettre à la porte. C'est quoi la prochaine étape? C'est pas vrai. Enfin, oui. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Vrai. Mais non, mais je veux dire, je crois comme vous qu'elle a ajouté le programme social de Mélenchon au programme de son père. C'est une caractéristique. Je ne pense pas que ça la conduira aussi loin qu'on le dit, parce que quand on sera en face d'une vraie élection présidentielle, moi je ne crois pas au caractère prédictif de cette élection européenne, parce que c'est une élection admirablement faite pour permettre aux Français qui ne sont pas contents, alors chacun sait depuis Jean Cocteau que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, eh bien ça permet aux Français de mauvaise humeur d'exprimer leur mécontentement, et là je suis tout à fait ce que dit Michel Cotta, sans trop risque, parce qu'elle a vraiment dédiabolisé son parti, et que ça n'est pas inconvenant désormais pour beaucoup de gens de voter pour le Front National. Donc là, je crois qu'il y a une forte poussée. Mais quand on est en face d'une responsabilité de gouvernement, je pense que son programme social est un programme aussi dangereux que celui de M. Mélenchon et qui sera jugé comme tel par une bonne partie de l'électorat de droite et que, au bout du compte, les Français qui s'expriment aujourd'hui, même sur l'Europe, je disais tout à l'heure, et je pense que c'est très intéressant en soi, que les électeurs qui votaient pour elle n'étaient pas favorables en majorité à la sortie de l'euro. Et elle-même
était ultra prudente. Elle n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne et sur la sortie de l'euro, elle a dit « je le ferai ». Après référendum, c'est comme si on se présentait devant les électeurs en disant « je vous demande de voter pour moi et après je vous redemanderai de voter pour que je puisse appliquer mon programme ». C'était vraiment offrir une porte de sortie à des gens qui n'étaient pas convaincus comme elle. Et alors là, je voudrais répondre sur un point à Michel sur la question européenne. Moi, je suis tout à fait d'accord, il y a plusieurs façons de faire l'Europe et je ne suis... on me qualifie parfois d'Eurobéa, je ne sais pas. J'ai quitté le Parlement européen en disant que l'Europe faisait semblant. J'ai critiqué la façon dont on faisait le boulot en Europe depuis 20 ans de façon absolument constante. Donc je ne me sens pas du tout Eurobéa. Mais quand vous êtes pour le protectionnisme, contre l'euro, pour la dévaluation et pour la remise en cause de tous les systèmes d'intégration communautaire, on peut certainement être dans l'absolu pour l'Europe, mais vous n'êtes pas pour l'Europe communautaire. Or, ce qui me frappe, c'est que ni elle, ni d'ailleurs M. Mélenchon ne vont jusqu'au bout de leur choix. Et vous n'avez jamais entendu Mme Le Pen dire la seule chose qui serait logique avec son discours, qui d'ailleurs est prévue par les traités, eh bien, je propose la sortie de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette élection, sur l'état de la société française? J'ai entendu beaucoup de gens parler... d'identité française, de présidentité. Vous avez raison. Enfin, en un mot, elle dit, cette élection dit, Madame Le Pen ne dit pas grand-chose, mais cette élection dit que la France est profondément déboussolée. Mais on le serait à moins. Songez qu'aujourd'hui, quand on compare la situation de la France, et ce n'est pas la faute simplement des socialistes, c'est beaucoup plus profond, mais qu'on regarde la situation de la France dans la zone euro, on est plus mauvais que nos partenaires en matière de croissance, nettement plus mauvais. On est plus mauvais qu'eux en matière de déficit public. On est plus mauvais qu'eux à 11%, alors que les Allemands sont à 5%, en matière d'emploi. Et on est plus mauvais qu'eux en matière de balance commerciale. Aujourd'hui, dans la zone euro, la balance commerciale des 4 sur 5 pays, les 4 autres, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont excédentaires. Ça, les Français le ressentent et les partis politiques, c'est ça que je veux dire et j'arrête, les partis politiques, les grands partis, l'UMP et le Parti socialiste, ont été en fait aphones, muets. En réalité, ils n'ont jamais proposé quelque chose et les Français et le président de la République a été le super muet du sérail. Il a toujours dit qu'il suffisait d'attendre, qu'on allait inverser les courbes, que ça irait mieux demain, etc. Et ça a profondément angoissé le pays et le pays a voulu vraiment donner un solide avertissement aux partis politiques. Est-ce que cette élection dit simplement les choses sur le plan économique, à savoir que la France se porte mal? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du tissu, même français, tissu social, idéologique? Oui, sûrement. Enfin, si au fond, on peut voir ces 2 premières années de François Hollande comme des années où on a remis à plus tard ce qu'il aurait peut-être fallu faire au début. Par exemple par exemple, on aurait pu, si on voulait s'orienter vers une réforme, vers les entreprises, vers un crédit un peu entreprise, on aurait pu le faire avant. On a perdu 2 ans. Enfin, le gouvernement a perdu 2 ans. Bon. Et puis, deuxièmement, il y a quand même un formidable virage à droite des valeurs de la société française. Ça, peut-être, on n'est pas d'accord, mais... Moi, par exemple, je n'imaginais pas une seconde qu'il pouvait y avoir sur le mariage gay autant de divisions qu'il y en a eu. Je ne pouvais pas comprendre que sur ce qu'on appelle la théorie du genre, il y a des gens qui immédiatement disent « à quoi on veut faire d'une femme un homme ?» Je trouve qu'il y a cette division idéologique qui a rejoint une division sociologique est très préoccupante, je trouve, et plus préoccupante que tout pas né pour les valeurs de la ça gauche. Part d'où? Je ne sais pas aujourd'hui ce que sont les valeurs de la gauche. Simplement, les droits de l'homme, et manque de peau maintenant, les droits de l'homme, d'accord, mais on est représenté à l'Assemblée européenne par une majorité de gens qui n'en font pas grand cas. Une majorité, il y a 25%, non. Oui. Une majorité. Nous-mêmes, le groupe le plus important des députés, des eurodéputés, est le Front National. C'est pas le groupe majoritaire. En France, il n'est pas majoritaire, mais c'est le plus important. C'est un quart, un quart.
Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas empêcher que l'UMP est derrière et que le Parti socialiste a je ne sais pas combien je suis pas du tout d'accord. Il faut l'obsession du tour unique. Ça, enfin, quand on est dans un tour unique, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné, sauf s'il a 50% des voix. D'ailleurs, je n'ai pas. Regardez, les pro-européens. Je n'ai pas dit qu'il était majoritaire. J'ai dit que c'était le groupe le plus important. C'est vrai, objectivement, c'est le groupe le plus important en France. Ça veut dire quand même quelque chose. On peut pas. Il sera marginal. Enfin, dans le Parlement européen. Cette élection, est-ce qu'elle parle davantage à l'Europe ou à la France même? Je pense qu'elle parle beaucoup à la France, oui. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je crois, pour répondre, pour compléter ce que dit Michel Cotta, avec lequel je suis tout à fait d'accord, sur le mariage gay, je crois qu'on aurait pu gérer ça de façon un petit peu plus consensuelle. Mais enfin, c'est vrai que la manif pour tous, ça a dépassé les limites du raisonnable. Mais je crois que c'est quand même la mondialisation, ce que les Français appellent la mondialisation et ce que les autres appellent la globalisation, qui est quand même tout à fait centrale. La France est un pays, est une nation qui a été fabriquée par son État. Et là, nous avons découvert au cours des 30 dernières années que l'État national, on l'aimait bien, notre État national, même si on se moquait un peu des fonctionnaires, mais ça ne marchait pas. Ça ne permettait pas de gérer les grands intérêts économiques, sociaux, migratoires, que nous étions dans un monde qui serait beaucoup plus difficile. Il faut quand même objectivement reconnaître que la première moitié du XXIe siècle sera plus dure pour les Français et pour les Européens que la seconde moitié du XXe. Nous progressions constamment en niveau de vie, en protection sociale, en égalité des chances. On voyait même la société se transformer avec de plus en plus de classes moyennes, de plus en plus de cadres supérieurs. Et puis tout ça s'est arrêté net. Nous sommes maintenant confrontés à des gens qui sont très compétitifs, les taux de croissance en Afrique, les taux de croissance en Asie, qui assimilent très rapidement une supériorité technologique dont nous étions infatués, mais dont nous n'avons pas le monopole. Et tout ça est vécu avec une extrême angoisse par nos concitoyens, et avec une angoisse qui est démultipliée par le fait que le président de la République n'assume pas. C'est ça le problème, c'est pas qu'il agit mal, mais c'est qu'il n'assume pas le discours de l'adaptation de la France au XXIe siècle. Est-ce que c'est la crise économique qui déclenche la crise d'identité si elle était? Ça l'a déclenché, ça l'a déclenché sûrement. Ça l'a déclenché sûrement, mais ce qu'on peut dire quand même, oui, c'est vrai qu'on peut dire la personnalité actuelle du président de la République. Enfin, vous avez dit vous-même que la France a été incapable de se réformer depuis 30 ans et que personne n'a essayé de le faire, vraiment. Que les quelques petites tentatives genre emploi des jeunes, ont été immédiatement l'objet d'un blocage complet. Alors, c'est ça, moi aussi, qui m'angoisse. Je veux dire, on sait que la France a beaucoup de difficultés à se réformer et qu'en revanche, périodiquement, elle éclate en mouvements révolutionnaires ou para-révolutionnaires. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut être précurseur d'une grosse crise à l'intérieur de la société française. Est-ce que l'immigration joue un rôle, enfin l'immigration, le rejet ou l'agitation qui est faite autour de l'immigration? Ça reflète à la fois les difficultés européennes, c'est-à-dire l'extension sans arrêt de l'Europe, a fait que effectivement les pays de l'Est, la Roumanie, etc., constituent maintenant pour les gens, et dans leur esprit, et pas seulement dans leur esprit de temps en temps, une réalité vraiment angoissante. C'est là où on voit que l'évolution de l'Europe et les difficultés de la France, et d'ailleurs de tous les pays européens, à lutter contre cette immigration, c'est absolument capital. Et la France n'est pas le pays dans lequel l'immigration est le plus importante. Qu'est-ce qui explique donc qu'un pays comme l'Italie, qui est confronté directement à la question migratoire, avec par exemple les scandales récents et récurrents à Lampedusa, que là-bas, on n'est pas comme c'était prévu par beaucoup. Ils ne restent pas là-bas. Ils viennent en France et ils en vont en Angleterre. Il reste pas en Italie. Quand même qu'il faut voir que la Ligue, si vous lisez la littérature politique de la Lega, la Ligue, depuis une vingtaine d'années, c'est gratiné. Ce que dit M. Bossi, c'est du Le Pen très très hard, comme on dit maintenant. Vous avez vraiment et puis même Pepe Grillo, l'opposition de Pepe Grillo, elle côtoie maintenant
la xénophobie. Donc vous avez quand même en Italie aussi de forts mouvements hostiles. Mais écoutez, je crois que c'est quand même très largement une construction, le problème de la façon dont c'est très fortement ressenti par une partie de la population française, mais c'est quand même une construction, le problème d'arrêter ces flux migratoires. Vous avez en France, je ne sais pas, 4-5 millions de personnes qui sont musulmans, qui sont d'une migration visible, etc. Les flux d'entrée et de sortie, c'est pas du tout comparable. Et il n'est pas question de dire à ces 5 millions de personnes, qui sont d'ailleurs de nationalité française pour la plupart d'entre elles, maintenant, mesdames et messieurs, vous avez fait un tour en France, c'est fini, repartez en Afrique ou ailleurs. Donc ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de... On ne va pas faire, même si on améliore un peu Schengen... puis d'abord, sur Schengen, c'est extraordinaire. On pleure comme des madeleines sur les noyés de Lampedusa, et le lendemain, on dénonce le laxisme du droit d'asile. Il faudrait quand même... Ça prouve qu'on a la tête un peu de traviole en France, actuellement, sur ces questions. Mais ce n'est pas un enjeu de gouvernement tel qu'on va obtenir sur l'immigration des changements absolument massifs. Ça, je ne crois pas du tout. En revanche, c'est vrai que nous sommes plus mal que les Italiens. Nous sommes plus mal économiquement. Les Italiens ont une meilleure industrie que nous. Ils ont un meilleur... Oui, bien sûr. Ils ont, vous savez, l'industrie dans le nord de l'Italie, c'est quelque chose. Hein. Enfin, on a une puissance industrielle en dessous d'eux, enfin pour le moment. Ah pour non, le moment. En termes de secteur industriel. Ouais. On a de très grandes entreprises, c'est vrai, mais le tissu PME de la Lombardie, c'est quelque chose de très, très fort. Ils ont une situation budgétaire meilleure que la nôtre. Ils se sont lancés beaucoup plus courageusement que nous à travers les 3 gouvernements, enfin le gouvernement de M. Monti, le gouvernement de M. Letta et maintenant celui de M. Renzi, dans des réformes. Et ce qui est encourageant chez eux, c'est qu'un gouvernement qui affiche une volonté réformatrice comme celle de Renzi, eh bien, il fait un bon succès aux élections européennes. Alors que chez nous, on sent bien que tout le monde se claque-mur, se protège, s'inquiète. Et le cas espagnol, qui était parti aussi de très très bas, qui se portait très mal il y a simplement 2 ans, économiquement. Oui, il y a eu quand même une intervention de la Troïka assez définitive. Alors, est-ce que... Non, mais c'est aussi une question que je me pose de temps en temps. Est-ce que l'austérité qui vous vient d'ailleurs, en Grèce, on a vu des tas de manifestations en Grèce, mais finalement, au bout du compte, ça s'est arrangé, je ne sais pas comment, mais ça s'est arrangé. Est-ce que la réforme qui vous est imposée par une troïka qui vient d'ailleurs est plus facile à supporter qu'une réforme volontairement prônée par le gouvernement en place? Je ne sais pas. La classe politique grecque, effectivement, n'est pas très, très porteuse. Il y a une chose auquel il faudrait réfléchir, peut-être, je livre ça comme hypothèse, c'est que les 4 pays qui ont connu des régimes autoritaires, des dictatures, voire pire, le Portugal avec Salazar, l'Espagne avec Franco, l'Italie avec Mussolini et évidemment l'Allemagne avec Hitler, sont des 4 pays qui choisissent clairement l'Europe et qui ont tout à fait conscience que c'est quand même beaucoup mieux avec l'Europe que sans l'Europe. Enfin, le cas de l'Allemagne est quand même un peu à part, parce qu'aujourd'hui, c'est Mme Merkel qui est la présidente de l'Europe dans l'esprit des gens. Hein. Donc, je voudrais revenir un peu... bien l'Allemagne. Oui. Non, mais je voudrais revenir un peu au commencement, c'est-à-dire essayer de voir pour la France, parce que nos amis africains qui nous écoutent s'intéressent énormément à la situation politique en France. Et est-ce qu'on pourrait passer en revue rapidement l'état des partis établis après un scrutin pareil? Alors commençons par le Parti socialiste. Allez. Parti socialiste. D'abord, la coalition majoritaire a volé en éclats. Et finalement, d'une manière beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. Quand les Verts ont manifesté un peu leur mauvaise humeur, on s'est dit, ah bah oui, c'est de la mauvaise humeur. Et en fait, ils ont fait toute la campagne contre François Hollande. Et puis, Mélenchon, on a vu ce que ça donnait d'ailleurs. Sur ces 3 piliers-là, c'est sûr qu'on ne peut pas construire une majorité. Et est-ce qu'on peut construire une majorité avec 15%? Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, même si on est d'accord, les gens n'ont pas tous voté, loin de là, l'abstention est à 55%, même si 25% des gens qui votent d'un côté, c'est pas considérable. Enfin, le problème quand même de l'arbitrage, enfin du côté de puissance du président de la République est quand même effectivement remise en cause. Comment le Parti socialiste
sentirait, mais en tout cas, c'est vrai qu'arriver à un sommet européen en étant à ce point condamné, non mais ça va peut-être... En étant responsable du fait que M. Schulz ne soit pas nommé comme président de la Commission européenne, parce que les socialistes n'ont pas fait de mauvais scores un peu partout. Et là, c'est la France qui les met dedans. Je vais vous dire, moi je trouve que ceci explique cela. D'ailleurs, j'étais absolument persuadée que la campagne du Parti socialiste visant à installer Martin Schulz était une erreur en France. Voilà. En France, vouloir dire qu'on veut installer un Allemand, déjà, c'est difficile. Mais alors, imposer une personnalité pas connue, c'était une erreur, à mon avis. Et la campagne a été mauvaise de ce point de vue-là. Moi, je crois ça aussi, je l'ai écrit. Alors, mais pour répondre, alors, je voudrais quand même nuancer un truc, une chose qu'a dite Michel, sur les Verts. Je pense que les Verts ont quand même là, c'est plutôt l'âme de Cohn-Bendit qui passait dans leur campagne, à travers des gens comme José Bové, qui a fait quand même un choix très européen, assez habile d'ailleurs, sympathique et habile, et Jadot, des gens comme ça, qui ont été quand même, qui ont porté l'héritage européen d'Europe Écologie, et non pas l'espèce de gauchisme un peu déglingué c'est pas contradictoire de Madame le fait qu'ils aient beaucoup attaqué François Hollande dans leur campagne. Sur le silence. Alors sur les autres, là, je crois effectivement que sur les socialistes, bon, c'est pas seulement qu'ils ont 15%, 14% plus et plus les 6% du front de gauche qui sont pas avec eux, mais qui ont aussi fait une contre-performance. Et on voit là qu'il y a un problème qui est beaucoup plus fondamental que le nombre, qui est le problème du logiciel dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont... Gérard Longuet le disait le soir des résultats, dimanche, et il disait ça à juste titre, il disait, M. Valls ne peut pas faire une vraie politique réformiste qui séduirait la droite et le centre parce que son parti socialiste, les élus socialistes n'en veulent pas. Il ne peut pas faire une politique conforme à celle que veulent les élus socialistes parce que ce serait aberrant. Et donc, il est dans une incapacité à promouvoir une véritable offre politique. D'où cette espèce de dramatisation un peu excessive de son intervention de dimanche soir. Donc là, je crois qu'il y a un problème très très profond. Comment ils vont tenir 3 ans? Il n'y a pas de social-démocratie en France. Voilà. Il ne peut pas y en avoir. Voilà. Là, on a fait la preuve qu'il ne pouvait pas y en avoir. Ça me navre, mais c'est comme ça. Avec les institutions de la Ve République, c'est du solide. Hein. Quand on est au pouvoir, on l'est. Hein. Les institutions vous corsettent tout ça. Et donc, il va falloir tenir 3 ans comme ça, je dois dire, c'est un vrai problème. Et 3 ans avec une droite, puisque avec une UMP en morceaux quand même, qui peut se reconstituer à tout moment. Oui. C'est vrai que l'UMP, elle aussi, a été... François Baroin avait dit le dimanche précédent, que 3 ministres s'étaient exprimés, 3 ministres UMP s'étaient exprimés en même temps sur des antennes différentes, et que les 3 avait une conception de l'Europe différente. Moyennant quoi, Nicolas Sarkozy, avec une tribune intervenant dans les mains, a eu une 4e conception de l'Europe un peu différente. Donc c'est vrai que l'Europe a quand même atomisé l'UMP, et objectivement, elle l'est atomisée. Pas de leadership possible révélé en 2 ans, un Sarkozy finalement dans l'ombre qui empêche qui que ce soit de progresser et de s'épanouir, et un obstacle à eux aussi, parce qu'il faut voir que les électeurs qui votaient UMP, ils sont allés voter aussi pour le Front National. Donc l'UMP, sans leadership, sans volonté d'en avoir un, parce que pas beaucoup de gens hériteraient en ce moment de la présidence de l'UMP, et vraiment très remué dans ses fondements, dans ses valeurs, c'est-à-dire que si au moins une droite avait remporté les élections, on se dirait l'affaire est pliée. L'affaire est pliée, elle n'est pas pliée. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Moi, je crois, je ne mets pas sur le même plan. Je crois tout à fait à ce que vient de dire Michel Cotta sur les difficultés de l'UMP, mais pour parler le vieux vocabulaire marxiste, je crois que les problèmes des socialistes sont dans l'infrastructure et les problèmes de l'UMP sont dans la superstructure politique. Il y a d'abord effectivement l'affaire des factures, Big Malion, etc. C'est très mauvais. Et il y a au-delà de ça les conditions très très discutables de l'élection de Copé, qui fait qu'il n'est pas un chef légitime aux yeux de beaucoup de gens. C'est très important. Et je crois qu'il y a... Et alors sur l'Europe, c'est vrai qu'ils ont un peu... Ils ont un peu un fond gaulliste, flagellé
flageoler plutôt. Flageller l'Europe de temps en temps. Oui, oui. mais il me semble que la vraie erreur qu'ils ont faite depuis le début, c'est... Vous savez, il y a 2 modèles de leadership pour les partis. Il y a le modèle anglais, où vous avez un chef de l'opposition qui apparaît dès que le chef de la majorité a gagné les élections et qui, pendant 5 ans, critique le gouvernement et fait des propositions. C'est le chef de l'opposition. Et puis vous avez le système américain où il n'y a pas de chef de l'opposition jusqu'à quelques mois des élections présidentielles où, au terme de primaire, vous sortez quelqu'un. Mais simplement, aux États-Unis, il y a un congrès, un chef de la majorité de l'opposition au congrès, un chef des... etc. et une vie parlementaire extrêmement libre et active. Et l'UMP s'est aligné sur ce système américain. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que pendant toute la durée de la traversée du désert, si je puis dire, ils sont sans chef. Et quand vous êtes sans chef, eh bien, tout le monde se croit autorisé à parler, et tout le monde dit n'importe quoi. Donc je pense que ça va encore durer quelque temps, mais je pense que c'est Juppé qui a raison sur ce point. Il faut faire des primaires assez rapidement, le plus rapidement possible. Tu parles de 2016 oui, pour avoir quelqu'un qui soit fondé à proposer au parti d'abord et au pays ensuite une synthèse. Vous disiez tout à l'heure que le score du Front National, ne vous inquiétez pas, en vue des élections de 2017 par exemple. Mais quand on voit que dans le même temps, comme vous le disiez tous deux à l'instant, les 2 principaux partis, et le Parti Socialiste et l'UMP, se portent aussi mal... Je n'ai pas dit qu'il ne m'inquiétait pas, j'ai simplement dit qu'il n'était pas prédictif. Que le score de Mme Le Pen dimanche dernier n'était pas prédictif. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand je vois les grands partis, je me dis que il y a l'incapacité des grands partis à arbitrer pour avoir des chefs, à arbitrer pour avoir un projet conséquent, etc. Ça, c'est un vrai problème. Alors évidemment, Alain Juppé a prévenu un peu tout, a fixé une stratégie qu'on appelle globalement la stratégie Juppé-Bayrou, donc un rapprochement avec le centre et un parti identifié comme bien séparé de l'UMP, du Front National, et un parti de gouvernement. Bon, alors, où ils arrivent à le faire dans les 2 ans qui viennent, et ça viendra peut-être à l'issue des primaires, mais c'est vrai qu'il me semble, moi, qu'il y aurait une stratégie, et celle de Juppé s'impose. On n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Si, moi, j'ai toujours été ma ligne. Est-ce que vous me permettez de vous proposer de passer maintenant au Parlement européen lui-même, peut-être de dire en un mot, en tant que... en un mot, si encore des promesses. Oui, encore des promesses. De dire rapidement à quoi il va ressembler à nos maintenant téléspectateurs lointains le rôle de ce Parlement qui est renforcé de plus en plus par les accords de Lisbonne, si je me trompe, et ensuite de voir un peu sa composition, ce qui pourrait se dégager comme majorité. Sur le plan des institutions, si je résume de façon un peu caricaturale la situation, je dirais que le Parlement européen est une institution puissante au sein de l'Union européenne, mais que contrairement à ce qui est dit, l'Union européenne a encore très peu de pouvoir. Et l'essentiel du pouvoir en Europe, ce sont les gouvernements nationaux qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas à la mode traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été perçu parce qu'on a voulu faire de l'Union européenne un bouc émissaire sans voir qu'en réalité, cette Union européenne n'était que le reflet de ce que nous étions nous-mêmes dans nos sociétés et dans nos États nationaux. Mais c'est vrai que le Parlement européen a un pouvoir important en matière d'abord de légitimation, d'investiture de la Commission, de son président, puis de ses commissaires. Vous savez, on fait des auditions. Les commissaires, si les ministres français faisaient des auditions, moi je me rappelle, Pascal Lamy, je l'avais aidé à préparer la sienne, il était, pourtant c'est un gars trapu, hein, Lamy, eh bien il était très très prudent, il était très attentif, qu'est-ce qu'ils vont me poser, qu'est-ce que je veux, bon, etc. Et on en a, moi j'ai contribué fortement à obliger M. Barroso à changer l'un de ses commissaires, qui a été manifestement inapproprié pour l'emploi qu'on le désignait, puisqu'il était très hostile à l'homosexualité, alors que là, dans la Charte des droits fondamentaux, le droit à l'orientation sexuelle, il y avait un problème. Bon, Barroso, il n'a pas été content au début, il a été obligé de changer son commissaire. Ensuite, on a un pouvoir législatif qui, depuis Maastricht, et peu à peu s'est étendu, où les lois européennes, c'est-à-dire les directives, les règlements, sont faites à égalité
de pouvoir entre le Conseil des ministres qui représente les États, où il y a la France, et puis le Parlement européen qui représente les citoyens. Donc tout ça est réel, mais il reste... Il faut le savoir que 80%, contrairement à ce qu'on dit, des pouvoirs politiques en Europe appartiennent aux États. Hein. Le budget, la fiscalité, le droit du travail. Pourquoi la Commission européenne est autant attaquée par les citoyens? Parce qu'on a besoin. Mais regardez les Anglais. C'est le modèle parfait, c'est le modèle anglais. Ils sont dans rien et ils attaquent l'Union européenne. On a besoin d'une espèce de construction de cet ordre pour dire... Je parle de la Commission en elle-même, celle qui est incarnée par M. Barroso. Et les différents hommes politiques ont beaucoup contribué. Alors, pas seulement en France. C'est vrai que dès que quelque chose ne va pas, c'est de la faute de l'Union européenne. Les escabeaux, c'est une loi française au départ. Bien sûr, et la pêche et les colombes et les palombes, je ne sais pas où. Et le fromage au lait cru, c'est une demande de notre part. D'accord, mais donc ça repose sur une certaine lâcheté des hommes politiques nationaux, n'osant pas dire ce qu'ils attendent de l'Europe, puisqu'ils veulent en faire ça. La lâcheté, finalement, à force de dire que la Commission européenne est responsable de tout, on ne peut pas en vouloir aux Français qui croient que c'est vrai. Qui décide en Europe? Quel est l'équilibre, de manière un peu schématique, entre la Commission et ce Parlement? Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a 3 élections. L'Europe est très démocratique. Elle dépend de 3 élections. L'élection européenne que nous venons de faire, qui élit le Parlement. L'élection présidentielle, dans laquelle nous élisons l'homme qui va nous représenter au Conseil européen des chefs d'État ou de gouvernement. Et enfin, les élections législatives nationales, puisque le gouvernement est responsable devant le Parlement national et qui va déterminer nos représentants au Conseil des ministres de l'Union. Alors, c'est comme ça. Ça fait plus cruellement sentir que la Commission européenne est comme ça, est posée là-dessus, avec une légitimité que lui donnent les traités, mais sans une véritable légitimité démocratique. Non, pas du tout, Michel, je ne crois pas. La Commission procède d'un Élysée collectif, pour parler français, d'un Élysée collectif qu'est le Conseil européen. Ensuite, elle est investie par le Parlement européen. Je vous assure, c'est pas de la tarte, cette investiture. Ça ressemble à une investiture, c'est un régime parlementaire. Ce n'est pas un régime direct. Mais le problème, et ça n'a absolument pas été dit par les partis, parce qu'ils sont tous tétanisés par cette idée, c'est qu'il n'y a pas de compétences politiques réelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Pourquoi ça a mal marché, l'Union européenne? Parce que vous avez fait un fédéralisme monétaire, une monnaie fédérale, l'euro, et qu'en même temps, les eurosceptiques qui dirigent l'Europe depuis 20 ans, les eurosceptiques qui sont arrivés au pouvoir dans les gouvernements d'Europe au milieu des années 90, les Berlusconi, Aznar, Chirac, etc. Tout ça, l'effondrement des démocrates chrétiens, de l'UDF, des démocrates chrétiens néerlandais et belges, le remplacement de Craxi et d'Andreotti par Berlusconi, tout ça, ils sont arrivés au pouvoir à la fin des années 90, au moment où on lançait l'euro. Et ils ont essayé de faire quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, qui était d'avoir une monnaie unique et en même temps aucune politique économique. Et ils ont posé 2 tabous. Le premier tabou, c'est l'ingérence. On ne regarde pas ce qui se passe réellement chez les autres. Alors on a laissé un tas de gens, dont nous, dériver. Et le deuxième tabou, on n'est pas solidaire, on ne paiera pas pour les autres, ni la Banque centrale, ni les États. Et puis à un moment, ça a claqué. Et ces 2 tabous, c'est pour ça que ça va mieux maintenant. Ces 2 tabous ont été transgressés. On a décidé d'aller regarder chez les autres. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement, ça va mieux quand la tutelle est exercée par les autres. On a décidé d'aller regarder chez les autres, et puis on a décidé d'aider les autres. La Banque centrale est intervenue, et on a créé des fonds de solidarité. Et c'est pourquoi l'euro est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Oui, enfin, on voit bien quand même, même si on n'a pas envie d'en sortir, ce sera encore pire, mais on voit bien quand même que faire la monnaie commune avant de faire une politique économique commune, c'est quand même ennuyeux. On pouvait faire une monnaie commune avec des monnaies locales. Non, une monnaie commune, c'était une sorte d'euro dévaluant dans un tout petit serpent. On fait quand même une monnaie unique au moment où on ne fait pas de politique économique commune, ni de politique fiscale, ni de politique sociale. Moi, j'ai jamais compris comment ça pouvait marcher. Il ne faut pas exagérer non plus les inconvénients. Je crois que c'est les 2 problèmes, c'est l'ingérence et on a laissé faire des bulles spéculatives, on a laissé faire des dérives de coûts salariaux, on a laissé faire des dérives budgétaires. Mais n'oubliez pas, cher Michel Cotta, que ce ne sont pas les mêmes.
Que la génération qui a fait l'euro, c'est une génération d'euros fervents. Ce sont les Giscard, Barre, Balladur, évidemment Mitterrand, Delors, Kohl, et la génération qui a assumé cela, c'est une génération qui a voulu tout arrêter. Et c'est ça, cette contradiction. Et alors maintenant, nous sommes donc confrontés à un choix précis. On est au milieu du gué. Est-ce que nous voulons aller en arrière, sortir de l'euro? Et on voit bien que personne, même pas le Front National réellement, en tout cas pas Mélenchon, et personne, soit 3 Français sur 4 refusent de sortir de l'euro. Et alors à ce moment-là, il faut bâtir, et ça les partis n'ont rien dit là-dessus, il faut bâtir un système qui n'est pas un système ultra-fédéral, il ne faut pas exagérer, dans lequel on a une assemblée délibérative, des choix économiques qui sont faits ensemble. Est-ce qu'il y a des pays qui tirent parti de l'Europe, qui en profitent, qui en bénéficient? Juste dire un mot sur... C'est pour ça quand même qu'on ne peut pas lever d'un geste de la main le fait que les partis de la droite entrent au Parlement européen. Parce que quand même, au moment où vous avez tout à fait raison, moi je pense qu'il y a eu effectivement le grand rêve de l'Europe dans les années 50, que donc à la fin des années 80, on s'aperçoit que c'est un rêve qui a duré 30 ans, et puis qu'à la fin des années 80, sont arrivés des gens qui étaient beaucoup plus... 90, des gens qui étaient beaucoup plus sceptiques. Bon. Mais justement, dans ce contexte-là, voir arriver plus d'une centaine de députés d'extrême droite, de droite extrême, je préfère l'appellation, qui viennent d'Autriche, d'Angleterre, de France, hein, ça pose quand même le problème du ralentissement possible que ça peut entraîner quand même, ce gros groupe au Parlement, s'efforçant par tous les moyens de ridiculiser l'Europe. Ce ne sera pas un groupe, ce sera 2 groupes. Mais non, moi je crois qu'effectivement, nous sommes dans une période de crise, de difficulté. Il y a donc un gonflement des voiles pour les pays, pour les partis protestataires, les pays qui sont... bon, et ça on le voit partout, c'est vrai. Mais je pense quand même, pour répondre à la seconde question que posait Bernard, je pense quand même que cette présence, cette minorité forte, ne va pas altérer en profondeur la capacité décisionnelle du Parlement européen. Je crois même qu'elle va obliger les grands partis, les sociaux-démocrates d'un côté, le PPE de l'autre, les libéraux également, et pour une part les Verts, vont les obliger à passer des compromis sérieux pour éviter cela. Alors c'est la règle en Europe. De toute façon, en Europe, vous avez des pays qui sont gouvernés par la droite, par le centre, par la gauche. Le Front National vote avec eux. Certains membres du Front National, députés du Front National, votent avec le centre ou avec la droite. Ils ont le droit de voter. Hein, non, mais eux aussi, c'est pas du tout ça. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Non seulement ils bloquent pas, mais ils votent avec les partis de gouvernement. Mais je pense que de toute façon, le blocage de l'Europe, il ne sera pas au niveau du Parlement. Le problème de l'Europe, c'est qu'il faudrait que les chefs d'État et de gouvernement, et en particulier Merkel, Hollande, Renzi qui prend le mort aux dents actuellement, et quelques autres, proposent quelque chose. Vous savez, le Parlement n'a jamais eu un vrai pouvoir d'initiative. C'est un pouvoir de gens qui ont soutenu, qui ont voté, qui ont été efficaces, mais l'initiative, elle est toujours venue soit de la Commission, soit de Jacques Delors, par exemple, à l'époque où il était, soit d'un tandem franco-allemand ou d'une association à 3, souvent les Italiens. On a sous-estimé le rôle des Italiens. Si on a le traité de Rome, c'est bien parce que De Martino, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement italien, a lancé la conférence de Messine. Et si on a eu l'acte unique européen, c'est bien à cause du Conseil européen de Milan, qui a été admirablement piloté par ces 2 personnages assez sulfureux mais très habiles, qui étaient Craxi et Andreotti. Justement, l'affaiblissement de François Hollande rend très très difficile l'élaboration d'un projet par l'Allemagne, la France, l'Italie. C'est vraiment à ce niveau-là que c'est aussi, donc pas seulement au niveau européen, on est bien d'accord, au niveau du Parlement européen, mais au niveau de la latitude de François Hollande en ce qui concerne l'Europe. À mon avis, cette élection est absolument dramatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que hier, on ne rigolait pas à l'Élysée. Hier, à l'Élysée, ils ne disaient pas « on s'en fiche, c'est une élection », ils se sont défoulés. Ils disent « comment on va faire maintenant ? Comment on va faire maintenant ?» Déjà, quand ça allait bien, ils ne proposaient rien.
Alors maintenant qu'il n'a plus les moyens de proposer, il risque d'être... Angela Merkel carrément. Oui, Angela proposait Merkel pas non est plus très, très grand-chose. prudente. Non, je suis d'accord. Elle est très prudente et même peut-être trop, parce qu'on sait que dans la crise, finalement, souvent, c'est ces atermoiements qui ont un peu ralenti le mouvement. Mais il reste que c'est vrai que le déséquilibre entre les deux est encore plus flagrant. Une France affaiblie, elle ne pourra pas demander qu'on l'accompagne dans ses guerres au Mali, en Centrafrique. Elle ne pourra pas. Déjà qu'elle a eu du mal à se faire accompagner. Oh, ça, vous savez... déjà, elle aurait mieux fait de ne pas y aller, déjà. Ça arrange tout le monde que la France y aille. Oui, c'est ça. Ils nous pousseront peut-être d'autant plus que, justement, on est plus faible. Alors, on va voir. Les Français, vous aimez bien la gloire militaire, c'est aller jouer aux petits soldats, c'est un peu la comme les Allemands n'ont pas d'armée, ça leur paraît très bien. Les Allemands ont décidé d'aider un peu, mais c'est poussif, hein. Oui, c'est vraiment poussif. Ça résiste. Et l'Angleterre aussi. Bon, mais... l'Angleterre, non. Non, mais je crois que ça ne mettra pas un terme, au contraire, aux interventions. Tous les États africains sont reconnaissants à la France d'avoir agi en Centrafrique. Oui, mais d'accord, tous les États africains sont reconnaissants. N'empêche que quand on voit le pourcentage dans le commerce africain de ce qui vient et de ce qui va en France, c'est un effondrement complet au cours des 20 dernières années. Pas en valeur absolue, mais en pourcentage, parce que l'Afrique, à juste titre, fait ses affaires avec l'Inde, avec le Brésil, avec la Chine, autant, sinon davantage qu'avec la France. Parce que c'est peut-être pas une ancienne puissance coloniale qu'on a le plus envie de soutenir. Voilà, mais enfin... en tout cas, entre l'Angola et le Brésil, peut-être que ce sont les Allemands qui supplieront la France d'entrer en Est-ce que de façon générale, le nouveau visage de l'Union européenne qui se dessine à travers son Parlement la renforce aux yeux de ses partenaires, par exemple américains ou d'ailleurs, avec la question ukrainienne par exemple, est-ce que cette Union européenne paraît plus cohérente aujourd'hui dans ses négociations avec d'autres? Moi, je pense que... Je ne sais pas si... Enfin, je pense que... Oui, on peut avoir des opinions différentes. Non, je pense que la force de l'Union européenne découle principalement, la force sur le plan diplomatique, de la force de l'Allemagne, quoi. Et malheureusement, c'est Mme Merkel qui joue... Malheureusement pour la France, c'est Mme Merkel qui est l'interlocuteur privilégié de Poutine, c'est Mme Merkel qui est l'interlocuteur d'Obama, c'est Mme Merkel qui a de la crédibilité. Et donc, pour ce qui est de l'Europe en général, on peut dire que c'est elle qui la représente. Surtout sur l'Ukraine, surtout sur l'Europe de l'Est. L'Allemagne je suis d'accord avec ce que vient de dire Bernard, mais l'Allemagne est très consciente des risques pour elle d'occuper une sorte de position hégémonique à elle toute seule. Donc de ce point de vue-là, l'Allemagne est plutôt désireuse de reconstituer un couple franco-allemand, mais il faudrait que la France soit présente. Moi, je crois qu'on relancera, pour répondre à votre question, Gabriel, je crois qu'on relancera l'Union européenne, l'Europe, à partir du moment où la France sera de retour en Europe. Le problème, c'est qu'on aura beaucoup de mal à le faire dans les 3 années qui viennent. Et la prochaine élection, c'est dans 5 ans, c'est cela ? Européenne, oui. Européenne, c'est dans 5 ans. Il y en a quelques-unes avant, Entre deux, il y aura une élection. J'espère, pour tous ceux qui nous ont suivis, nombreux comme souvent, que ce débat, cet échange vous a permis d'en savoir davantage, d'y voir plus clair sur le scrutin tel qu'il s'est déroulé en France et ses répercussions à l'ensemble de l'Europe. Pour l'Afrique qui aspire à se construire une union plus tard, il y a peut-être des enseignements aussi à tirer sur les identités, les nationalismes. Oui, parce que la question s'y pose, même si elle est parfois appelée autrement sur nos terres. Bonsoir et rendez-vous pour une prochaine édition spéciale. Au revoir.